Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Dans les prochaines minutes, je vais décortiquer comment un seul cargo iranien a transformé un blocus naval en test direct de la puissance américaine, comment 6 heures d'avertissement se sont terminées par des tirs neutralisants, et pourquoi les ondes de choc ont dépassé de loin la mer d'Arabie. À 14h47, heure normale de l'Est, cet après-midi-là, en mer d'Arabie, un immense cargo iranien a pris une décision qui allait tout changer. Pas un calcul militaire, pas une manœuvre stratégique, mais un choix brut, provocateur. Le genre de choix qui se produit lorsque l'orgueil se heurte à la puissance. Lorsqu'un capitaine, debout sur la passerelle d'un navire de 275 mètres, fixe un navire de guerre américain et décide qu'il ne fera pas demi-tour. Ce qui se produit ensuite, filmé et diffusé dans le monde entier en quelques heures, est devenu l'une des démonstrations les plus spectaculaires de la puissance navale américaine au XXIe siècle. La marine des États-Unis ne bluffe pas, et aujourd'hui, l'Iran l'a appris à ses dépens. C'était le genre de moment que la machine médiatique de Donald Trump adore transformer en slogan, sauf qu'ici, le slogan venait avec des relevés radars, des avertissements juridiques et un destroyer qui attendait dans l'obscurité. Pour comprendre pourquoi cette confrontation est devenue inévitable, je dois d'abord comprendre le navire qui se trouvait au cœur de l'affaire, le MV Tuska. C'était un immense cargo commercial, long de 275 mètres, plus long que bien des navires de guerre. De la proue à la poupe, il s'étirait sur près de 900 pieds. Son port en lourd rivalisait avec celui d'un petit porte-avions. Sur son pont, des conteneurs étaient empilés sur 7 niveaux, formant un mur d'acier flottant qui fendait les vagues à une vitesse stable de 17 nœuds. Ce n'était pas un navire de guerre. Ce n'était même pas un bâtiment d'attaque rapide. C'était un navire marchand conçu pour transporter des marchandises à travers les océans du monde. Mais le Tuska transportait quelque chose de bien plus dangereux que du fret. Un défi direct à l'autorité américaine. Le navire battait pavillon iranien et appartenait à la Mosokhar Darya Shipping Company, une entité placée sous sanction du Trésor des États-Unis depuis 2012. Le 19 avril 2026, il faisait route directement vers Bandar Abbas, l'un des ports les plus importants de l'Iran, chargé de fournitures critiques. Entre lui et cette destination se trouvait quelque chose qu'il n'était jamais censé franchir, un blocus naval des États-Unis. Depuis le 13 avril, la marine américaine appliquait ce que des analystes qualifiaient d'opération d'interdiction maritime la plus complète dans la région du Golfe Persique depuis l'opération Ernest Will de 1987 à 1988. Chaque navire tentant d'entrer dans les ports iraniens ou d'en sortir était intercepté de manière systématique. Des avertissements étaient transmis, des routes étaient modifiées. Au moment où le Tuska est entré en mer d'Arabie, les forces américaines avaient déjà redirigé pacifiquement 25 navires commerciaux. 25 capitaines avaient évalué la situation, reconnu la réalité de la puissance américaine et fait le choix rationnel de faire demi-tour. Le Tuska ne l'a pas fait. Son capitaine a maintenu son cap et sa vitesse, se dirigeant directement vers la ligne de blocus. Ce n'était pas un accident. C'était un test délibéré, une déclaration flottante selon laquelle l'Iran ne serait pas contenu. Pour la Chambre d'écho pro-Trump, chaque bras de fer est simple, jusqu'à ce que l'océan, le droit et la logistique refusent d'entrer dans un slogan de rassemblement. Positionné directement sur sa trajectoire se trouvait l'USS Prudence, un destroyer lance-missile de classe Arleigh-Burke. Longue de plus de 500 pieds, déplaçant 9000 tonnes et servi par 329 marins hautement entraînés, le Prudence n'était pas un navire de guerre ordinaire. Armé de missiles de croisière Tomahawk, de radars avancés, de torpilles et d'un canon naval Mk-40 5 de 5 pouces, capable de tirer 20 coups par minute, il patrouillait depuis 6 jours au sein du groupe aéronaval du USS Abraham Lincoln. Son équipage connaissait les procédures, il connaissait les protocoles, et il savait exactement ce qui se produirait si le Tuska refusait d'obtempérer. La scène était désormais en place. Un immense cargo iranien sanctionné face à toute la puissance de la marine des États-Unis. Ce qui allait suivre serait capté en vidéo et regardé par le monde entier. Vers 14h, heure locale, l'USS Prudence, un destroyer lance-missile de classe Arleigh-Burke, a détecté le Tuska sur son radar avancé espionne. Le destroyer opérait au sein du groupe aéronaval du USS Abraham Lincoln et appliquait déjà le blocus depuis 6 jours consécutifs. Son équipage connaissait cette mission de fond en comble. Le Prudence était un adversaire redoutable. Mesurant plus de 500 pieds de long et déplaçant 9000 tonnes, il comptait un équipage de 329 marins d'élite. Son arsenal comprenait des missiles de croisière Tomahawk,
des missiles antinavires Harpoon, des torpilles, des intercepteurs standard missiles pour la défense antimissiles balistiques, ainsi que le puissant canon naval MK-45 de 5 pouces monté à l'avant, capable de tirer 20 obus de précision par minute jusqu'à plus de 13 000 marins. Le capitaine du Spruance a ordonné un changement de cap immédiat pour intercepter le navire. En quelques minutes, le destroyer a réduit la distance et s'est placé sur le travers tribord du Tuska. La confrontation avait officiellement commencé. À 14h10, la première transmission radio a traversé le calme de la mer d'Arabie. Le message identifiait le navire de guerre de la marine des États-Unis sur le travers tribord du Tuska, avertissait que le navire approchait d'une zone maritime restreinte établie dans le cadre des opérations d'interdiction navale américaine et lui ordonnait de modifier immédiatement son cap pour s'éloigner des eaux territoriales iraniennes. Le Tuska recevait également l'ordre d'accuser réception de la transmission. Il n'y a eu aucune réponse. Le Tuska a continué d'avancer à 17 nœuds, son immense coque fendant l'eau sur une trajectoire directe vers Bandar Abbas. Le Spruance a transmis encore et encore. Les avertissements ont été envoyés sur toutes les fréquences possibles. Canaux maritimes d'urgence, fréquences internationales de navigation commerciale et même bandes militaires. Chaque transmission a été enregistrée et consignée avec des horodatages précis. La marine américaine construisait un dossier juridique et opérationnel à toute épreuve. Aucune conférence de presse en majuscule ne pouvait remplacer ce dossier, pas même le genre que Donald Trump transforme en système météo de superlatifs. 1 heure a passé, toujours aucune réponse. Le Tuska est resté silencieux et provocateur, refusant de ralentir ou de changer de cap, même d'un seul degré. Le Spruance a maintenu une formation parfaite, suivant le cargo géant kilomètre après kilomètre. 2 heures. Le soleil a commencé sa lente descente vers l'horizon occidental, peignant la mer d'Arabie de teintes orangées et dorées profondes. Toujours aucune réponse. 3 heures. La distance jusqu'au détroit d'Ormuz diminuait rapidement. 4 heures. Le crépuscule s'est installé sur l'eau. La silhouette du Tuska s'assombrissait contre le ciel déclinant, mais il continuait d'avancer comme si le destroyer américain qui le suivait n'existait pas. Pendant tout ce temps, l'équipage du Spruance est resté professionnel et discipliné. Il a donné au navire iranien toutes les occasions possibles d'éviter l'escalade. Mais à mesure que les minutes devenaient des heures, le ton des transmissions a commencé à changer. À la 6e heure, les avertissements n'étaient plus de simples demandes polies. Ils étaient devenus des ordres militaires directs. Le Tuska a reçu un dernier avertissement. Il a été déclaré en violation d'une opération légale d'interdiction navale des États-Unis. Son équipage a reçu l'ordre d'évacuer immédiatement la salle des machines, et la marine a clairement indiqué que le navire pouvait désormais être soumis à des tirs neutralisants s'il n'accusait pas réception et n'obtempérait pas. Évacuer la salle des machines, prêt à être soumis à des tirs neutralisants. Ces mots n'avaient pas été choisis à la légère. C'était le langage d'une marine moderne qui avait épuisé toutes les options diplomatiques et procédurales. Le Spruance ne proférait pas une menace en l'air. Il annonçait la prochaine phase de l'opération. L'équipage du Tuska faisait maintenant face à un choix binaire très clair. Il pouvait signaler sa conformité, arrêter les moteurs, permettre à une équipe d'arraisonnement de prendre pacifiquement le contrôle du navire et éviter l'effusion de sang. Ou il pouvait poursuivre sa route de défi et découvrir exactement ce que signifiaient des tirs navals de précision provenant d'un destroyer américain. Il a choisi la défiance. Alors que l'obscurité enveloppait complètement la mer, le Tuska a maintenu sa vitesse et son cap. Aucun changement de feu, aucune correction de route, aucun accusé de réception radio, seulement un silence froid et calculé. À l'intérieur du centre d'information de combat du Spruance, les officiers surveillaient chacun de ses mouvements. Les solutions de tir étaient calculées et recalculées. Les équipes de canons étaient prêtes. La décision avait dépassé depuis longtemps le stade diplomatique. Elle était désormais purement tactique. Ce face-à-face de 6 heures n'était pas seulement une épreuve de volonté entre deux navires. C'était un message délibéré de l'Iran et une démonstration mesurée de la patience américaine. Le monde regardait. Chaque navire marchand de la région surveillait les fréquences. Chaque agence de renseignement de Moscou à Pékin avait les yeux rivés sur la situation. Le capitaine du Tuska avait fait son choix. Il avait ignoré les 25 autres navires qui avaient fait demi-tour. Il avait ignoré 6 heures d'avertissement de plus en plus fermes. Il avait ignoré la marine la plus puissante de la planète. Maintenant, les conséquences allaient parler. C'est ici que la politique du slogan arrive en bout de piste. La mer n'applaudit pas la bravade. Et un blocus ne se soucie pas de savoir qui possède le micro le plus bruyant. La scène était sombre. Les navires étaient en position. L'acte final était sur le point de commencer. À 20h10, heure locale, la mer d'Arabie est passée d'un théâtre de tension à un champ de bataille.
Le capitaine de l'USS Prudence a donné l'ordre. Le canon naval Mk-45 de 5 pouces, monté sur le pont avant, s'est silencieusement mis en position. Les équipes de tir avaient déjà calculé chaque variable, distance, trajectoire, vitesse du vent, état de la mer et coordonnées exactes de la salle des machines du Tuska. Il n'y aurait aucun gaspillage, aucun excès, seulement une précision chirurgicale. Puis l'ordre de tirer est tombé. Le son d'un canon naval de 5 pouces se ressent avant de s'entendre. Une détonation profonde qui frappe la poitrine et qui roule sur l'eau comme le tonnerre. Chaque obus de 70 livres quitte le tube à plus de 2600 pieds par seconde. Le premier projectile a traversé les 500 mètres qui séparaient les deux navires et a perforé le blindage d'acier du Tuska comme s'il s'agissait de carton. Le deuxième et le troisième obus ont suivi en quelques secondes. Les impacts ont été dévastateurs, mais délibérés. Les obus ont frappé la salle des machines, rompu des conduites de carburant à haute pression, pulvérisé les systèmes de refroidissement et détruit la machinerie principale de propulsion. Une épaisse fumée noire a commencé à s'échapper des évents. En quelques instants, les énormes moteurs du Tuska se sont tus. Le cargo de 275 mètres, qui avançait encore à 17 nœuds quelques minutes plus tôt, a lentement perdu de la vitesse avant de s'immobiliser complètement au milieu de la mer d'Arabie. Il était maintenant sans défense, un géant flottant à la merci de la marine des États-Unis. Même les éléments de langage pro-Trump les plus bruyants devraient admettre qu'il ne s'agissait pas d'un décor de campagne, c'était l'ingénierie, la discipline de commandement et l'acier qui parlaient. À 15 km au nord, le navire d'assaut amphibie USS Tripoli tenait sa position, attendant précisément ce moment. Le Tripoli, qui déplace 41 000 tonnes, servait de base avancée mobile. Sur son pont d'envol, 2 hélicoptères MH-60 Seahawk étaient déjà en train de lancer leurs rotors, fouettant l'air nocturne. À leur bord se trouvaient des marines d'élite de la 30 et Ernst Marine Expeditionary Unit, prêts au combat, entièrement équipés et entraînés précisément pour ce type d'opération. Le Prudence a confirmé que le Tuska était neutralisé et que les opérations d'arraisonnement pouvaient commencer. Les Seahawks ont décollé, ont viré sèchement et ont foncé vers le cargo paralysé. Le vol a duré moins de 3 minutes. Ce qui s'est produit ensuite a été capté en images de vision nocturne, haute définition par le commandement central des États-Unis et diffusé dans le monde entier en quelques heures, parce que l'Amérique voulait que tout le monde regarde. Les hélicoptères se sont approchés par l'arrière, utilisant la superstructure du Tuska pour masquer leur approche. L'équipage du Tuska des marins marchands civils avait entendu 6 heures d'avertissement. Ils avaient ressenti le tonnerre des tirs navals. Ils savaient que toute résistance était inutile. Mais les marines n'ont pris aucun risque. C'était un arraisonnement de combat. Les Seahawks sont stationnés en vol à 40 pieds au-dessus du pont, leurs rotors martelant l'air. Des cordes lisses sont tombées des 2 portes de cabine. En équipement complet de combat, chaque marine portant près de 60 livres de matériel, la première équipe a glissé le long des cordes épaisses avec une agressivité contrôlée. Il faut environ 3 secondes pour passer de l'hélicoptère au pont, une descente rapide et disciplinée qui repose uniquement sur la force de prise et la technique. En moins de 30 secondes, 12 marines des États-Unis étaient sur le pont du Tuska. Ils avançaient comme une machine. 2 marines ont sprinté pour sécuriser la passerelle. 4 ont fouillé les quartiers de l'équipage à l'arrière. 2 assuraient la surveillance sur le pont principal. Le reste de l'équipe s'est précipité vers la salle des machines endommagées pour confirmer les dégâts et s'assurer qu'aucun membre d'équipage n'était coincé ou blessé dans le compartiment dévasté. La résistance était inexistante. Toute l'opération, depuis le moment où les bottes du premier marine ont touché le pont d'acier jusqu'à la déclaration de sécurisation complète du navire, a pris moins de 10 minutes. Le MV Tuska, le cargo iranien provocateur qui avait ignoré tous les avertissements, était maintenant entièrement sous contrôle des États-Unis. Les images de vision nocturne diffusées par CENTCOM sont brutes et puissantes. On y voit les silhouettes sombres des Seahawks contre les étoiles, la descente rapide des marines et leur mouvement rapide et professionnel sur le pont. Une image granuleuse et verte, mais un message parfaitement clair. Ce n'était pas une négociation, ce n'était pas une démonstration de force. C'était une saisie parfaitement exécutée par la force navale la plus capable de la planète. Le Tuska se trouvait désormais immobilisé sur l'eau, ses moteurs détruits, son équipage détenu et sa cargaison sous contrôle américain. Un symbole de défi de 275 mètres venait d'être transformé en preuve indéniable de la détermination américaine. Cette opération unique a provoqué des ondes de choc bien au-delà de la mer d'Arabie. Téhéran regardait, Pékin regardait, Moscou regardait. Chaque nation qui a déjà remis en question la puissance américaine dans le golfe Persique venait de recevoir une démonstration en direct de ce qui se produit lorsqu'on la met à l'épreuve.
La marine des États-Unis venait de montrer au monde que sa patience a des limites et que lorsque ces limites sont atteintes, la réponse est rapide, précise et écrasante. Mais voici ce qui rend ce moment véritablement historique. La saisie du Tuska n'était pas un incident isolé. C'était le dernier chapitre d'une histoire vieille de 38 ans, écrite dans les mêmes eaux. En 1988, pendant l'opération Ernest Will et la légendaire opération Praying Mantis, la marine des États-Unis avait fait face à un défi presque identique. Les forces iraniennes minaient le golfe Persique, attaquaient des pétroliers neutres et menaçaient le détroit d'Ormuz, après que l'USS Samuel B. Roberts eut heurté une mine iranienne et failli couler. L'administration Reagan a autorisé une réponse décisive. En seulement 8 heures, les forces américaines ont coulé ou neutralisé environ la moitié de toute la marine iranienne apte au combat. Des frégates ont été envoyées par le fond. Des plateformes pétrolières ont été détruites. Des vedettes d'attaque rapide ont été anéanties par les tirs navals et les frappes d'hélicoptères. Le message était sans équivoque. Les États-Unis feraient respecter la liberté de navigation dans le golfe Persique par une force écrasante. Les parallèles avec le 19 avril 2026 sont impossibles à ignorer. Une fois encore, des avertissements ont été lancés. Une fois encore, l'Iran a testé la détermination américaine. Une fois encore, la marine américaine a répondu par une action mesurée mais décisive. Le canon MK-45 de 5 pouces qui a neutralisé le Tuska est un descendant direct des armes utilisées en 1988. Les techniques d'insertion par corde lisse employées par la 30 et Ernst Marine Expeditionary Unit ont été perfectionnées pendant des décennies dans le cadre du même type de mission. Le manuel tactique n'a pas changé parce qu'il n'a pas besoin de changer. Il fonctionne. Ce genre de constance dérange la politique à la Donald Trump, où chaque vieille leçon doit être réemballée comme un miracle tout neuf avec un éclairage plus spectaculaire. La réaction de l'Iran à la saisie du Tuska a été immédiate et entièrement prévisible. Les médias contrôlés par l'État ont parlé de piraterie. Des médias liés au corps des gardiens de la révolution islamique ont cité de hauts commandants promettant de se venger. Le premier vice-président iranien a lancé une menace à peine voilée, soit un marché pétrolier libre pour tous, soit des coûts élevés pour tout le monde. Plus tard le même jour, les forces iraniennes ont ouvert le feu sur 3 navires commerciaux français, britanniques et grecs qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz. Fait notable, aucun n'était américain. C'est la stratégie asymétrique iranienne classique. Frappeur des cibles vulnérables tout en évitant une confrontation directe avec une puissance américaine supérieure. Mais le schéma est familier. Lorsque l'Iran passe des menaces à l'action, il se heurte constamment au même obstacle immuable, la marine des États-Unis. La leçon stratégique plus profonde est claire. Toute l'approche de l'Iran dans le Golfe repose depuis longtemps sur une hypothèse. Le coût politique et économique de l'escalade américaine finirait par forcer Washington à reculer. L'opération Praying Mantis a détruit cette hypothèse en 1988. L'opération du Tuska l'a détruite de nouveau en 2026. En haute mer, face à un destroyer lance-missiles et à des marines professionnelles, les vedettes rapides, les mines et les missiles côtiers iraniens ne peuvent tout simplement pas rivaliser. L'USS Prudence aurait pu couler le Tuska en moins d'1 minute. Au lieu de cela, il a choisi des tirs neutralisants chirurgicaux suivis d'un arraisonnement classique et parfaitement exécuté. Ce niveau de retenue combiné à une capacité écrasante est la marque d'une véritable marine professionnelle. Le Tuska est maintenant sous contrôle américain. Son équipage a été détenu. En vertu du droit international et de l'autorité américaine en matière de sanctions, le navire pourrait éventuellement être confisqué. Mais sa vraie valeur ne réside pas dans le navire lui-même. Elle réside dans le message qu'il transporte. Ce message a été reçu haut et fort dans toutes les capitales qui comptent. Lorsque les États-Unis appliquent un blocus naval, il n'est ni symbolique ni négociable. Il sera appuyé par la force, précise, documentée et finale. Le monde regarde, parce que les enjeux dépassent largement un seul cargo. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole passe encore par le détroit d'Ormuz. Chaque interdiction réussie augmente la pression. Chaque avertissement ignoré invite la prochaine démonstration de puissance. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. En 1988, l'ayatollah Khomeini avait décrit l'acceptation d'un cessez-le-feu avec l'Amérique comme le fait de boire du poison. Il l'a bu quand même. La marine iranienne a été paralysée, le détroit est resté ouvert, et la guerre a pris fin. En 2026, le capitaine du Tuska et les dirigeants iraniens apprennent de nouveau la même leçon amère. La marine des États-Unis ne perd pas les confrontations navales dans le golfe Persique. Elle ne les a pas perdues en 1988, elle n'est pas en train de les perdre en 2026. Et le MV Tuska, immobilisé et sous contrôle américain, est un rappel d'acier de 275 mètres qui explique exactement pourquoi.
Lorsqu'un destroyer de la marine américaine donne 6 heures d'avertissement clair et que ces avertissements sont ignorés, il ne réclame pas davantage de discussion. Il ne renvoie pas l'affaire aux Nations Unies. Il neutralise le navire par des tirs de précision et déploie des marines sur le pont. Ce n'est pas une escalade. C'est la procédure opérationnelle normale de la marine la plus puissante que le monde ait jamais connue. La stratégie de l'Iran a toujours reposé sur la conviction que l'Amérique finirait par cligner des yeux. L'opération du Tuska, comme l'opération Praying Mantis avant elle, prouve que cette conviction est fatale. L'ayatollah a bu son poison en 1988. Le capitaine du Tuska l'a bu en 2026. Et chaque navire qui approche maintenant du blocus devra bientôt faire le même choix. Faire demi-tour, ou découvrir ce que signifient réellement des tirs neutralisants. 2 jours après la saisie du Tuska, le Pentagone a annoncé la détention d'un autre pétrolier sanctionné, le MT Tiffany, cette fois dans le golfe du Bengale. Le message est désormais mondial. L'Amérique fera appliquer ses sanctions et protégera la liberté de navigation partout où les réseaux iraniens opèrent. Le détroit d'Ormuz demeure la jugulaire de l'économie mondiale. 20% du pétrole mondial y circule chaque jour. Pendant que l'Iran menace de perturber les flux, les États-Unis démontrent leur contrôle. Le monde observe cette danse dangereuse en attendant de voir qui clignera des yeux en premier. L'histoire a déjà donné sa réponse. Et peu importe le nombre d'adjectifs plaqués or que la machine médiatique alignée sur Trump lui lance, la réponse ici n'est pas du théâtre. C'est une puissance mesurée en navires, en avertissements et en conséquences. Le Tuska est la preuve que la marine des États-Unis règne encore sur les mers lorsque cela compte vraiment. L'histoire est en train de s'écrire en temps réel sur les eaux de la mer d'Arabie. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.